Emmanuel Todd est invité chez Le Figaro et il nous parle de natalité. Alors ça va être, les amis, je vous dis, un banger parce que c'est très intéressant ce qu'il dit. Il y a des trucs avec lesquels on peut être d'accord, il y a des trucs avec lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord. Emmanuel Todd va venir, je vous le dis, nous expliquer qu'à cause de ces connasses de féministes, tout en disant que bon, c'est pas trop des connasses, lui il fait pas de jugement et tout ça, mais à cause des mouvements féministes, maintenant les femmes ne veulent plus faire d'enfants avec les hommes. Voilà, je vous jure qu'il y a un truc comme ça. Et Je donc, suis pour d'accord. parler de tout ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, es-tu prêt à ce que nous regardions Emmanuel Todd nous parler de natalité en France? Oui, il est un peu perdu de sa verve, Emmanuel Todd. Pour moi, c'est vraiment un intellectuel de la période confusion. Tu vois, c'est vraiment un intellectuel pour dire il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, parce que c'est les modèles matrimoniaux qui prennent le pas. Tu vois, c'est vraiment. En fait, c'était très intéressant parce que les gens partent chercher des matrices à la compréhension des événements politiques et idéologiques, les matrices droite-gauche dans la période d'efficience, ça fonctionnait bien. Todd est apparu justement en donnant une autre forme de matrice assez intéressante. Au final, on se rend compte que c'est assez peu efficient parce que c'est plutôt tautologique son truc ou téléologique, mais c'était intéressant. Il a permis de revenir, alors si je dois être pas trop critique avec Todd, je pense qu'il a permis de revenir à une forme de matérialisme, sortir un peu de l'idéalisme que les choses politiques se faisaient avec des grandes idées, des grandes idéologies qui étaient vraiment pour le coup les matrices d'explication de la politique avant la période de crise quoi, des systèmes politiques. Lui, il a quand même réussi voilà, avec ses modèles matrimoniaux, familiaux. Moi, je pense qu'en fait, c'est un truc il s'en revendique, hein, très empirique, vraiment très éloigné du marxisme pour le coup. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sujet collectif. Ce que nous, marxistes, on va montrer, c'est qu'en fait, les systèmes matrimoniaux ne sont que des agencements sociaux adéquats à l'activité des sujets collectifs, à l'activité des classes. C'est-à-dire que les systèmes où la classe de mode de production de la paysannerie est plus importante, vont donner tel système familiaux. Quand on a des classes prolétariennes égalitaires, ça va donner tel système familiaux, etc. Et c'est pas les systèmes familiaux qui déterminent le monde, c'est plutôt l'activité des sujets collectifs, l'activité de la lutte des classes qui détermine les systèmes familiaux. Parfaitement. En fait, Emmanuel Todd, moi j'aime bien lire Emmanuel Todd. Je crois que j'ai quasi tout lu de lui. Parce que c'est quand même, dans ses bouquins, il y a des trucs vraiment intéressants. Souvent, sur le constat, il y a plein de trucs à apprendre parce qu'il y a Oui, énormément de données. comme il est C'est empirique, ouais. vraiment passionnant pour ça, surtout si toi, tu as envie de réfléchir à la politique en partant de l'analyse concrète de la situation concrète. Là où, en général, je m'éloigne de Todd, c'est sur ensuite les interprétations politiques qu'il en fait. Et du coup, ça colle vraiment avec ce que tu viens de dire de lui. Mais pour autant, tu vois, moi, je pense qu'il faut utiliser les données qu'il donne, s'en servir, les transformer pour faire des trucs. On va parler dans cette vidéo notamment du bouquin qu'il a écrit sur les femmes qui s'appelle Où en sont-elles? Ou alors vraiment, mais je vais revenir, hein, mais il a vraiment des takes dessus que je trouve mais désastreuses, mais vraiment désastreuses. Et pour autant, il y a plein de trucs hyper intéressants dans ce bouquin, et notamment pour penser les femmes dans l'histoire, les transformations concrètes du sujet collectif féminin, justement. Enfin, c'est passionnant. Et mon Chris, comme nous avons envie de faire du travail théorique sur lequel nous nous attelons, je pense que les données de ce bouquin vont faire partie des trucs qui vont beaucoup nous servir. Et donc là, Todd, il est invité au Et juste une Figaro. petite précision. Moi, j'ai le même rapport, ce que tu dis à Todd, parce que j'aime bien le lire aussi, j'aime bien l'écouter aussi. Je trouve que ça reste quelqu'un qui peut être un peu brillant, qui a des Ouais. fulgurances, voilà. Même si je suis Sauf quand vraiment. il nous sort le hollandisme révolutionnaire. Là, Ah oui, c'est un peu. alors, elle a pas résisté, mais c'est parce que je la Oui. chauffe depuis le début. Zoé est une imitatrice. Normalement, c'est moi l'imitateur du duo, mais Zoé est une imitatrice hors pair de Emmanuel Ah, Todd. Vraiment, ne nous lancez pas parce qu'on est capable de lancer les marioles cringes si vous nous encouragez Non, trop. non, alors ne Mais vous voilà. inquiétez pas, je mettrai mon veto. Mais Zoé fait très bien Todd, voilà. Des années d'exercice. Que Voilà. pensez-vous de la Russie voilà. Grosse pensée à un de mes frangins où on a pu passer des repas entiers à se parler en Emmanuel Todd. Mais voilà, moi ce que je disais, j'ai un peu le rapport à Todd comme avec Piketty. C'est-à-dire Oui. c'est des gens qui vont manipuler exactement les données dont on a besoin, les données économiques du capital ou les données des sujets collectifs, genre, homme-femme, anthropologiques que fait Todd. Par contre, qui donne des interprétations, à mon sens, historiques, intellectuelles, totalement erronées, voire même en opposition à ce que moi je pense, voilà, et des fois même complètement un peu presque clownesque, quoi. Mais du coup, la data à l'intérieur, la matière est intéressante, voilà. Des fois, il vaut mieux avoir des gens qui font des constats intéressants et qui ont des mauvaises débouchés politiques, voilà,
que des gens qui partent directement de constats débiles, parce qu'eux, on peut rien en faire. Donc il est invité au Figaro. Alors tu sais, le Figaro, là, ils ont fait une espèce de commémoration de leur journal. Alors je sais pas si c'est un anniversaire ou un truc comme ça, mais bref, il y a plein de gens qui se sont pointés au Figaro, dont Fabien Roussel, qui s'est pointé faire la pub du Figaro, dire ouais, moi je lis le Figaro tous les jours et tout. Alors moi je trouve que c'est intéressant de lire la presse qui est pas de ton bord politique, mais c'est un autre cap quand même d'aller faire la pub au journal en question, sachant que le Figaro actuellement est vraiment dans une espèce de... Alors ça a toujours été un journal très à droite, il n'y a pas de problème. 200 ans. Ah, c'est ça, les 200 ans du Figaro. Mais il a toujours été très à droite, en tout cas ces dernières décennies. Je crois que dans son histoire, c'était moins le cas. Mais là, par contre, sur ces toutes dernières années, il est en train de s'extrême droitiser. Ils sont vraiment des militants de l'Union des droites jusqu'à CNAFO, etc. Enfin, c'est vraiment cette ligne-là. Ouais. Alors là, aujourd'hui, Todd est invité pour parler d'international dans une vidéo qui est intéressante. Franchement, moi, je vous la conseille en entier. Et l'extrait que vous allez voir fait suite à une analyse de la situation internationale qu'il fait. Alors Todd est plutôt d'accord avec ce que nous, on dit sur l'international, notamment dans le rapport à la Russie, où lui, il dit, mais pensez que la Russie a les moyens militaires, l'envie, le projet politique, etc., d'aller envahir toute l'Europe et tout. Enfin, c'est délirant, quoi. Il l'explique. Et lui, il l'explique aussi. Il explique que, selon lui, on ne va pas. Alors ça, pour le coup, c'est une interprétation qui lui est propre, c'est pas la nôtre. Lui, il explique que on ne va pas vers un conflit mondial de haute intensité du fait de la démographie. Et ce qu'il faut quand même voir avec Todd, c'est que Todd, tu vois, la phrase quand le seul outil que tu as est un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Je trouve que cette phrase correspond assez bien à Todd parce que c'est un démographe de formation. Et du coup, il a vraiment cette tendance à tout expliquer par la démographie. Et donc, pour lui, le conflit de haute intensité n'est pas possible du fait de la démographie, notamment de la Russie, notamment de la Chine, où il explique 1,1 enfants par femme en Chine, 1,5 en Russie, et globalement, voilà, des natalités qui sont très basses et tout. Et donc, des pays, il explique, qui, dans quelques décennies relativement proches, en fait, vont faire face, et ça, c'est une réalité, la natalité basse à l'échelle mondiale, notamment dans les pays de l'OCDE, est vraiment un truc qui va créer des contradictions particulières dans la société, dans toutes les sociétés, particulièrement occidentales, mais pas que, Chine, Russie, etc. Et donc c'est un truc qui va se percuter et selon lui qui rend le conflit mondial de haute intensité impossible. On pourrait discuter sur cette tech, mais en tout cas c'était intéressant à écouter. Et juste après, il est interrogé sur la baisse de la natalité en France et c'est cet extrait que nous allons regarder et commenter parce que c'est vraiment très intéressant. Mais très bien. Ce sont nos sujets de prédilection avec Zoé. Il y a une question que je voudrais aborder avec vous avant d'aborder la question d'aborder ce que vous souhaitez pour le Figaro pour ces 200 ans. Ce sont les derniers chiffres de la natalité en France, 645 000 naissances contre 651 000 décès. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, le démographe ? Alors déjà, c'est intéressant parce que la France était un peu en récession là, démographique, et alors qu'elle était plutôt comme, tu sais, un peu la Chine de l'Europe, là, on disait ça un peu, c'était celle qui avait la meilleure démographie par rapport à l'Allemagne, par rapport au Royaume-Uni. Pendant très longtemps, la natalité française s'est maintenue autour de 2 enfants par femme. Todd va le dire juste après, donc on va pouvoir continuer. Mais elle s'est maintenue et elle baisse bien plus tardivement que les autres, et tu vas voir l'interprétation qu'il en fait, c'est... Bref. Mais ce qui est drôle, c'est que pendant cette période-là, on avait tous les droitards et l'extrême droite qui disaient c'est à cause de l'immigration qu'on arrive à maintenir, etc. C'est le grand remplacement. Et ce qui est là un paradoxe, c'est qu'ils ont l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration et ils font tout autour de ça, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on constate ? Que la démographie est en train de baisser. Donc ça voudrait dire, et ça c'est ce que ne comprennent pas les gens de droite, et pour le coup, les systèmes familiaux. Oui, il peut y avoir des décalages de phase dans les systèmes familiaux, dans la démographie, mais à la fin, quand tu rentres dans une société avec un mode de production auquel tu t'adaptes, tu fais un nombre d'enfants qui est adéquat à ce mode de production. Donc il n'y a pas de raison de faire rentrer même des gens, vous pouvez faire en une génération qui sont dans des modes de production où en fait il y a encore une très haute taux de natalité parce que justement il n'y a pas les débouchés pour les enfants, il y a un très faux taux de mortalité sur les enfants, voilà, sur d'autres périphéries du centre du monde, quoi, voilà. Si vous déplacez ces populations-là, il y a de fortes chances qu'en une génération ils s'adaptent et que leurs enfants, eux, aient le nombre d'enfants de mode de production de la société, c'est-à-dire autour de 2 ou 1. Il n'y a pas d'enfants de deuxième génération qui ont des niveaux de démographie de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est pas génétique, la démographie, c'est matérialiste. Et cette matérialité-là, c'est là où Todd, moi j'ai un problème avec lui, c'est que t'as l'impression que ça traverse les modes de production, les modes familiaux, alors qu'en fait non, les sauts qualitatifs
au sein des populations des pays de tel modèle familial à tel modèle familial sont justement l'effet des changements de mode de production et des disparitions de sujets collectifs, d'apparition de classes, de disparition de classes, etc. Alors tu vas voir qu'il reconnaît des conditions matérielles concrètes pour pouvoir faire des enfants, mais aussi des changements qu'il appelle culturels, Voilà. qui amènent à ça. Et tu vas voir, c'est... Bref, Ouais, c'est intéressant. on va avoir des trucs à dire. Vraiment très intéressant parce que très longtemps, la France a été, avec le monde anglo-américain et les pays scandinaves, une zone de préservation d'une fécondité raisonnable, à 2 enfants par femme. Alors, j'avais pas vu l'extrait, hein, mais quand même, on fait les... C'est pour ça que la discussion sur la natalité en France, elle est aussi, on va dire, vive. C'est qu'on était vraiment ceux qui se maintenaient par rapport au reste de l'Europe, par rapport au reste des pays du centre impérialiste, etc. Et là, en fait, on est en train de rejoindre les autres et tout le monde est... voilà, alors, il y a des angoisses des deux côtés, si tu veux. Il y a des angoisses de droitard, de notre peuple est en train de disparaître, etc. Et tu as, sur ces questions de natalité, des angoisses dites de gauche. Alors, je vais mettre 200 millions de guillemets autour, mais en tout cas, des angoisses malthusiennes, notamment très liées à un certain discours sur l'écologie, qui est un discours anti-humaniste. Alors, je sais, ça vous énerve à chaque fois qu'on dit ça. Désolé, on va maintenir que les écolos qui ont un mode de pensée où sauver la planète, ça finit par trouver ça normal de se scandaliser pour la construction d'une autoroute type A69, mais pas pour le génocide contre les Gazaouis. C'est exactement le même genre de pensée qui amène à trouver ça normal d'envisager de stériliser les meufs en Afrique et tout. Désolé, mais c'est une pipeline idéologique qui pose un vrai problème, vraiment. Et donc, il y a aussi tout ce discours de, en fait, faire des enfants, c'est mauvais pour la planète, etc. Donc, si tu veux, tu as une critique de la natalité dite de gauche, qui n'est pas vraiment de gauche et qui n'est pas du tout partagée par toute la gauche, mais en tout cas de certains courants écologistes qui disent en fait la natalité baisse et c'est très bien. Et puis tu as aussi ce courant, on va dire, plus de droite qui va dire la natalité baisse et c'est une catastrophe et c'est surtout une catastrophe si on ne fait plus d'enfants blancs, quoi. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, ça c'est vraiment un truc, on sait que nos vidéos, quand on les fait, on sait à peu près quelle sauce on va prendre, voilà, quel clivage on va faire. Sur l'écologie, non, à considérer que la planète a, et ça c'est la même chose que Todd, a atteint les limites démographiques d'une extension de l'humanité, vous le dites, c'est anti-scientifique. C'est clairement anti-scientifique sur le plan épistémologique et sur le plan même des découvertes scientifiques. Elle a atteint une crise fondamentale de l'évolution humaine, où l'évolution humaine se percute avec son niveau de développement, à un tel niveau de force productive. De la même manière qu'au néolithique, le développement de l'humanité est rentré en percussion avec le mode d'abondance qu'offraient justement les toutes petites sociétés primitives et qu'il a fallu des sauts importants de mise en place de l'agriculture, de passage de l'âge de pierre à l'âge de fer, etc. Donc vraiment, considérer que l'état des sciences est fini, avancé et que maintenant il faut juste gérer, ça c'est anti-scientifique, anti-humaniste et ça ne recouvre rien dans l'histoire des idées humaines. Voilà. Donc les gens qui nous donnent des leçons de science en disant on a atteint une limite éternelle, absolue, nous, humanité rationaliste du centre en 2026, je vous le dis, vous vous trompez et l'histoire va vous écraser. L'histoire vous donnera tort exactement comme tous les gens de la scolastique qui pensaient que l'histoire du monde en l'an 1000 était finie, que les gens du rationalisme positivisme du centre londonien scientifique pensaient que une fois qu'il n'y aurait plus de charbon, l'état du monde serait fini, comme les malthusiens, voilà. Vraiment, l'histoire vous donnera tort. Hein. Et je finis là-dessus, après on revient sur notre cher Emmanuel Todd. Oh. Mais pour terminer là-dessus, qu'on soit très clair, hein, on va au-devant d'une crise climatique réelle et majeure, qui est une crise politique, de la manière dont on s'organise pour faire face aux changements climatiques auxquels on va faire face. Sous le capitalisme, il y a des gens qui vont le vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus brutalement que d'autres. Et, spoiler, la différence va se faire sur la classe sociale et sur la position dans l'ordre impérialiste. Donc, quand vous tenez des discours de la planète avant tout, de toute façon tout est fini, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, etc., sans mener une lutte radicale anticapitaliste pour dire nous allons faire en sorte que chaque vie humaine puisse être préservée du mieux possible avec toutes les conditions nécessaires à sa préservation, préservation des écosystèmes, préservation du vivant, etc., etc. Si vous acceptez ce fait de base dans votre analyse politique qui est faux scientifiquement encore une fois, vous êtes en train de dérouler le tapis rouge à des capitalistes complètement zinzins qui, dans 20 ou 30 ans, vont clairement expliquer qu'il y a 6 milliards d'êtres humains sur la planète en trop.
et que eux, avec leur technique, leur machin, leur truc, vont pouvoir se préserver, eux et les gens qui vont bosser pour eux. Et qu'après, il y a 80% de l'humanité dont on s'en bat les couilles et qui va pouvoir disparaître, voire même 95, voire même 99. C'est à ce mode de pensée-là que vous êtes en train de dérouler le tapis rouge quand vous tenez ces discours-là, même si vous avez l'impression d'être très gentil et de vouloir sauver la planète. Désolé, mais c'est un fait. Et alors là, mais vraiment, qu'on se cartonne les gens, moi, je suis désolée, mais je porte clairement un jugement sur des gens qui s'arc-boutent sur ces trucs-là, quand en plus on parle d'accès aux soins, on parle de conditions de pouvoir, par exemple, accoucher de manière sécure, avoir accès à des médicaments, sans vous en rendre compte, vous êtes sexiste, validiste, et vous avez des priorités politiques qui me questionnent. Voilà, c'est redit. Et vraiment, mais là-dessus, on va maintenir. Vous pouvez pleurer autant que vous voulez. Je vous regarde comme ce que vous êtes. Vous êtes des Malthusiens. Votre pensée est dangereuse. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions dans les trucs que vous faites, vous. Bref. Ouais, je rajoute qu'en plus, c'est l'histoire même de la fascisation, hein, cet irrationalisme, comme cette destruction de la raison, comme disait Lukács, qu'on trouvait chez des penseurs allemands qui commençaient à rentrer en crise. Cet anti-humanisme, cet irrationalisme, ce positivisme qui fait de l'état du monde un état fini qu'il faut gérer et avec des gens en trop et des gens qu'il faudrait stopper, quoi, est un irrationalisme, un anti-humanisme, et on sait jusqu'où il a mené, c'est-à-dire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et à l'éradication. Hein. Donc vraiment, comme on l'a dit, tout ça ne veut pas dire vous êtes la destination finale. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que vous avez pris l'embranchement sur cette route-là. Il est encore temps de s'arrêter sur le bas-côté, voire même de faire demi-tour, voire même de laisser la bagnole et de remonter à côté de la bande d'arrêt d'urgence. Mais en tout cas, on sait où mène cette route. Hein. Oui, oui. Voilà. Et j'ai dit sexiste, validiste, je rajoute raciste, parce que je rappelle que quand on parle de natalité à l'échelle globale et qu'on pense que la natalité est un problème, il y a très vite la question de la fécondité des femmes de la périphérie impérialiste et particulièrement des femmes noires qui vient systématiquement sur le tapis. Et quand Chris dit ça, moi le pire, Chris et moi on sait, c'est que la majorité des gens qui tiennent ces discours-là, notamment qui s'opposent à nous, vous allez faire partie des 95% qui vont aller se faire foutre, hein. Comme ça. les autres. Hein. Donc, mais bon, bref. Alors que des pays comme l'Allemagne, le Japon avaient une sorte de fécondité implosée, ça pouvait s'expliquer par des questions de structure familiale, de rapport entre hommes et femmes. C'est des sociétés qui permettaient aux femmes de travailler et d'avoir des enfants. Et ce qui est frappant, c'est que dans la dernière période, cette particularité de ce monde très occidental a disparu et que la fécondité française implose. Ça a certainement, pour une part, des causes économiques. Et j'avais lu... Est-ce que ça n'a que des causes économiques ? Est-ce qu'on n'a pas tout ? Maintenant, je sais plus si c'est toi qui parles ou si c'est lui. Maintenant, vu que tu imites tellement bien sa voix, mais je vais partir du principe que c'est lui. Du coup, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il nous dit, oui, il y avait un monde occidental où les femmes et les hommes même sur travaillaient. la France. Il se centre même sur la France. Il dit qu'en gros, la particularité de la France qui a baissé plus tard, c'est qu'on avait mis en place des conditions qui permettaient aux femmes à la fois d'avoir des enfants, mais aussi de travailler, c'est-à-dire de concilier la vie de mère et la vie de citoyenne, de travailleuse, etc. Effectivement, nous, ce qu'on dit, c'est la période post-45, de progrès des forces productives, d'extension des forces productives à tous. Vous avez fait une capsule sur Michel Clouscar, qui parle beaucoup de Michel Clouscar là, sur Chéniaud, qui est intéressant. J'avais une critique moi à faire à Clouscar là-dessus, c'est que en fait quand il dit tout est possible mais rien n'est permis, mais en fait il se trompe un peu justement parce que la période qu'il étudie, c'est justement là où les biens d'équipement, mais il le montre aussi Clouscar, mais vraiment là où l'équipement, les forces productives s'étendent au maximal à tous, c'est-à-dire les possibilités d'avoir accès justement à moins de tâches ménagères par l'automatisation, par la mécanisation, et c'est une forme de libération, hein, tu l'as dit tout à l'heure avec les moyens techniques de l'accouchement, mais voilà, tous les autres moyens techniques mis à disposition de tous, les équipements technologiques, les machines à laver, le frigo même, voilà, le fait de pouvoir conserver les aliments et de ne pas être obligé de faire son marché tous les jours parce que les aliments périssent, etc. Enfin, on se rend pas compte de tout ça. De passer des heures et des heures et des heures à faire des conserves, ce qui était la vie des femmes, notamment du début du XXe siècle en France. Hein. C'était plusieurs heures par jour au linge, plusieurs heures par jour à pouvoir stocker de la bouffe, notamment pour l'hiver et tout ça, quoi. Exactement, donc toute cette libération de temps par le développement des forces productives arrive un petit peu après en crise, et cette crise en fait oblige tout le monde à se remettre au travail de manière beaucoup plus intense, et il a l'air d'expliquer qu'effectivement ça fait baisser la natalité. Est-ce que finalement c'est pas une réussite ce krach démographique après tant d'années de malthusianisme et d'idéologie collectiviste où en fait on a hurlé tant... Il a pas l'air de savoir de quoi il parle. Attends, continue, laisse-le finir sa phrase, tu vas voir. Pété, dit, mais jusqu'à très récemment, mais la famille, c'est le mal, la famille, c'est la pauvreté, c'est le lieu de tous les vices, famille, je vous hais. Alors,
Alors attends, vas-y. On est Attends, au mais- Figaro quand même. Hein. Oui, donc là, tu vois, donc là, c'est vraiment Monsieur Figaro. Donc là, on a vraiment les paniques morales de l'extrême droite. C'est-à-dire que moi, je parle d'un certain malthusianisme, parfois écologiste, etc., qui est assez récent, en fait. Mais pour la droite, et moi, je ne pense pas que ça soit pour ça que la natalité baisse, hein, qu'on soit bien d'accord. Je pense que c'est pas ça. Je parlais de discours portés sur la natalité. Et sur cette baisse de la natalité, soit considérée comme nécessaire, soit considérée comme une tragédie, comme Monsieur Figaro. La droite, elle, est vraiment dans un truc de on a perdu nos valeurs fondamentales. Et c'est la destruction du patriarcat, tu vois, au sens historique, c'est-à-dire la cellule familiale, hétérosexuelle, avec chaque chose à sa place, l'homme à sa place d'homme, la femme à sa place de femme, et du coup on fait des enfants. Et en fait, le fait d'avoir attaqué cette structure historique, qui était grande vectrice d'oppression, etc. Alors lui, il trouve que c'est pas bien, tu vois, de critiquer ces structures-là. Alors que, en fait, il y a en réalité vraiment des gens qui en ont chié de fou, en fait, à cause de ces structures, hein, vraiment, et notamment des femmes et des enfants, hein, particulièrement. Alors, ça ne concerne pas Monsieur Figaro, mais c'est pour ça d'ailleurs que ces deux personnes qui parlent sur le plateau sont assez peu sensibles à cet argument, parce que vous verrez que Todd rentre un peu, en fait, dans ce délire-là. Mais Ça lui, m'étonne pas enfin, parce que lui, il fait justement Ah ben oui. ce partage que la famille est quelque chose de transhistorique. Comme elle fait l'histoire, elle est transhistorique. Et donc, c'est elle qui génère les modes de société. C'est le fond de Todd, quoi. Ce qui va vraiment être l'inverse d'une lecture marxiste, qui va dire, mais c'est la lutte des classes, c'est l'agencement des sujets collectifs qui vont décider des types de modèles familiaux. Et t'as vu ce que dit Monsieur Figaro? Il dit c'est le collectivisme. Tu vois, il présente le collectivisme. Alors vraiment, il va falloir m'expliquer ce qu'il appelle être le collectivisme en France. Parce que si vraiment il y a du collectivisme en France, c'est genre la sécurité sociale. Alors va falloir m'expliquer, Monsieur Figaro, comment le fait que les soins soient remboursés en France dans leur grande partie, grâce à de l'argent qu'on met en commun pour tous se soigner, entraîne mécaniquement une baisse de la natalité. Moi, je veux bien savoir parce que je pense que c'est l'inverse. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, quand tu accouches, parfois tu en as pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, en fait, enfin de dollars là-bas. C'est vraiment complètement hors sol. Et cette attaque, tu vois, le fait qu'il ne soit pas capable de comprendre, de jamais se dire, mais pourquoi la structure familiale historique a été attaquée? Qu'est-ce qui fait que des gens ont envie de détruire cette structure familiale? Et on va continuer, mais vous allez voir qu'il n'est jamais question de ça. Moi, j'adore un peu parce que là, on est dans Beaumarchais. Il y a Monsieur Figaro dans la bouche de Zoé. Il est là avec Oui. Je me sens dans le barbier de Séville, là, mais, mais c'est marrant. Parler hors idéologie. Ce qui est difficile quand on est dans une phase de basculement comme ça, et quand on appartient à sa société ou à son monde occidental, moi je suis un occidental, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe sans prendre parti. Alors, pour une part, à mon avis, Il quand sait même... qu'il y a des meufs comme moi qui vont le choper par le col, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est clairement pas possible. Hein. Je le dis, c'est autant pas Bien sûr. possible pour lui que pour nous. Voilà. Bah oui, Donc, on c'est n'est pour ça jamais neutre, Emmanuel. Et toi-même, tu sais. C'est pour ça que nous, justement, on essaye non pas d'avoir un point de vue hors classe, parce qu'on considère que c'est l'activité totale de la société. On essaye d'avoir le point de vue de la meilleure classe, c'est-à-dire celle qui peut nous sortir du marasme de la meilleure solution possible pour l'intégralité de l'humanité. C'est ça la différence. C'est quand on appelle l'identité sujet-objet, il vient de l'expliquer, il vient de dire, bah oui, quand on est dedans, on est et sujet et objet de son sujet, etc. Nous, on va dire, bah, effectivement, il n'y a pas de point de vue extérieur, il y a un point de vue à partir d'un sujet qui est supérieur aux autres en termes d'efficience pour régler le problème de la totalité. Voilà. La chute de fécondité a un rapport avec l'appauvrissement des jeunes générations. On peut relier à toutes sortes de choses comme le libre-échange. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Maxime Spey qui s'appelle Les balançoires vides et qui met... C'est intéressant, je sais pas de quoi le livre il parle, mais c'est intéressant qu'il appelle ça le libre-échange. C'est un mot Oui, que il prononce Todd pas le dira mot jamais de capitalisme. Capitalisme néolibéral, quoi. Mm. Tu vois, il refuse vraiment. Alors qu'en fait, c'est ça qu'il veut dire quand il dit Mm. libre-échange. Parce que la question, en fait, c'est pas que on échange des choses librement. Ça n'a La question, aucun c'est sens. l'organisation sociale néolibérale qui a entraîné une destruction de tout un tas de structures qui aident pour pouvoir avoir des enfants, une paupérisation, des difficultés d'accès au logement, une précarisation du travail, etc., etc. Et c'est surtout qu'en plus, libre-échange, ça c'est vraiment typique. Ça recouvrait plutôt, on va dire, le néolibéralisme ou la dérégulation. Alors que le libre-échange, c'est littéralement le mode
qui a créé l'ascension des États-Unis, par exemple, au 19e siècle. Il n'y a pas plus libre-échangiste que les États-Unis du 19e siècle, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et c'est ça qui crée leur énorme démographie, leur énorme point d'attrait pour de l'immigration, etc. Et qui fait passer ces 13 colonies de quelques millions d'habitants à un siècle plus tard, 100 millions d'habitants. Enfin, vraiment, donc, considérer que le libre-échange pourrait avoir un effet sur la baisse démographique, ça n'a aucun sens sur le plan historico-économique, quoi. Mettait en évidence l'importance du logement, qui montrait un décalage entre les volontés, les désirs d'enfants et la possibilité d'avoir des enfants. Donc il y a certainement des causes économiques. Mais Moi, il y a un mais. Il y a un mais. Alors avant le mais, parce que comme il y a un mais, ça veut dire que tout ça Tu est l'as lu bullshit. ce bouquin, Les balançoires vides ou pas? Non, je l'ai pas lu. Enfin, si, C'est j'ai lu 2 intéressant. fois. Qu'est-ce que c'est quoi cette question Non, mais de merde pour le coup, Non, alors je l'ai pas moi je l'ai lu et effectivement il y a plein de données intéressantes et tout ça. Après moi il y a des trucs sur lesquels, bref, les balançoires vides c'est intéressant à lire. Moi je l'ai lu il y a pas très longtemps. On va se le mettre dans notre liste de lecture, mon cher Chris, tu vas dire ça parce que il y a des trucs intéressants à prendre dedans. C'est très documenté. En gros lui il parle de la crise de la natalité, etc. Il montre un peu la limite des trucs qui sont trouvés, tu sais, genre des solutions possibles, genre soit robotisation, c'est la méthode japonaise. Soit immigration, la méthode, on va dire, allemande, tu vois, qui a plutôt fait ce choix-là. Et lui, il essaye de penser un natalisme, on va dire, qui soit pas un natalisme de droite, tu sais, qui va aller vers de la contrainte, vers de l'oppression. Il a en tout cas ce projet-là. Après, dans le bouquin, c'est... Bon, bref, il y a des trucs à redire. Mais les travaux sociologiques, pour ça, sont intéressants, parce qu'ils font des photos de choses. C'est souvent descriptif, photographique, mais il y a de très grands sociologues qui donnent des explications. On peut les contredire en tant que marxistes, mais beaucoup de sociologues ont au moins le mérite de faire des bonnes photos, de l'état des choses, quoi. Ouais, puis même, tu vois, quand il parle du logement, c'est hyper intéressant. Il parle de trucs transgénérationnels et tout. Enfin, vraiment, il y a de la matière pour réfléchir dessus. Moi, là, je voulais juste, avant le mais, là, avant le bullshit, je voulais reparler du logement. C'est aussi un truc intéressant de... Quand vous voyez vos parents, une des conditions importantes de pouvoir faire des enfants, c'était de se projeter dans son logement, de se projeter comme propriétaire. La logique propriétariste en France, c'était aussi une logique familiale, c'est-à-dire de se dire, je vais pouvoir avoir l'accès à, comment dire, même si c'était pas tout de suite, il y a des gens qui ont des enfants dans des locations, mais à la fin, il y a la maison de famille où on a ses enfants, où on n'est pas tributaire d'un bailleur qui peut vous retirer le logement et vous faire partir avec ses enfants. C'est pas la même chose de se projeter comme locataire où on doit partir du bailleur demain avec ou sans enfants. Et il a raison de dire que l'accès à la propriété, c'est-à-dire le refus de la propriété pour les masses, pour les gens, est aussi un truc où on peut moins se projeter à avoir des enfants, à avoir un toit pour ses enfants de manière un peu plus pérenne, etc. C'est aussi nous ce qu'on va défendre quand on va dire de distribuer la propriété immobilière aux populations, aux masses, aux familles, aux ouvriers, quelque chose qui est de plus en plus concentré sur des bailleurs, qui est de plus en plus concentré sur de la suraccumulation du patrimoine immobilier et du fait de l'attachement à la location chez des gens. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est pas simplement une question de prix, c'est une question aussi de se dire, quand on se projette plus dans un endroit, dans une possibilité concrète d'avoir cette liberté de se dire, ici, ce sera un endroit de lequel on ne pourra pas nous enlever, c'est beaucoup plus facile de faire famille, peu importe le type de famille, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, carrément. Mais tu vois, je repensais à ce bouquin-là de Sbahi. En fait, tu vois, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, le constat est hyper intéressant parce qu'il documente vachement, tu sais, le côté logement, notamment le manque d'espace, tu vois, tout ça. Mais par contre, en fait, ça reste écrit par un droitard, tu vois, parce que le mec est un droitard, en fait. Ah ouais, D'ailleurs, d'accord. tu dis sociologue, je suis pas sûre que ça soit un sociologue. Non, c'est un mec qui est à l'Institut Montaigne, tu vois, un peu le délire du truc. Et donc lui, il est aussi dans un truc de la population active ne croît plus, du coup les retraites, la santé, ça pèse, etc. Enfin, en fait, il essaye de trouver une solution que lui, je pense humaniste, tu vois, mais dans un contexte où il est incapable de penser en dehors du capitalisme tel qu'il existe, en dehors du système de la pénurie, etc. Il est vraiment dans ce carcan-là. Et du coup, comme il est incapable de proposer une réponse, notamment communiste, au problème de la natalité, il se pète les dents, quoi. Et donc là-dedans, la question du logement, elle est effectivement centrale. Et tu vois, lui, il va pas au bout, au point où nous, on aimerait aller, c'est-à-dire penser la distribution de la propriété immobilière, tu vois, ce genre de truc, quoi. j'ai regardé la courbe attentivement. Il y a autre chose qui probablement quelque part rejoint ce que vous avez dit, mais j'aimerais essayer d'en parler en anthropologue, pas de façon idéologique. Regardez, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La chute de fécondité, elle commence vraiment, la dernière, accélérée, vers 2016. Bon, si vous regardez, il y a d'autres dates
Je ne veux. J'ai peur d'avance d'apparaître comme un réactionnaire, mais c'est pas ça. Non. Attention, à votre avis, 2016, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 et qui a fait baisser la natalité en France? Attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. Alors déjà, nous, on n'est pas concernés parce que on a eu un enfant. Oui. Chacun, hein. J'allais dire ensemble, mais non. Ne balançons pas des rumeurs. On a eu un enfant chacun. D'ailleurs, on se connaissait pas à l'époque. Voilà. Séparément. Qu'on a toujours, on l'a pas rendu, voilà. Mais on a toujours, eu des enfants. Les enfants sont toujours là. 2016 pour moi et toi 2017. Donc voilà. Ouais, mon premier enfant en 2017. Ouais. Donc voilà. Donc on n'était pas concernés par cette chute. On a participé au probablement parce qu'on n'a pas été touché par l'horreur absolue que Emmanuel Todd a racontée. Je me doute de ce qu'il va dire, ça me fait peur d'avance. Je plaiderai votre cas. Voilà, mais 2013, c'est le mariage pour tous. 2017, c'est le mouvement MeToo, balance ton porc. Ah ouais. Eh oui, donc, c'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement rapide, hein, parce qu'en fait, MeToo commence, et là, direct des MeToo. Parce qu'en plus, si tu veux, imaginons que ça soit ça qui ait eu un effet. Ça aurait été un effet retardé de quelques années, tu vois. Ça aurait pas été tout de suite j'ai lu des trucs MeToo sur Twitter, j'arrête d'avoir des enfants. En plus, je rappelle qu'une grossesse, ça dure 9 mois, quoi. Donc, si la baisse a commencé en 2016, c'était des enfants qui ont été conçus en 2015. Enfin, je ne comprends pas, Emmanuel. C'est là où Emmanuel Todd est un chercheur sérieux, mais un trouveur pas sérieux, tu vois. Mais en fait, c'est pas un chercheur sérieux parce que il peut pas nous dire un jour toute sa vie que les modèles familiaux sont pérennes, transhistoriques et que un mouvement comme MeToo peut les abattre, tu vois, en 2 ans, quoi. Tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a littéralement pas de sens. Donc, même le mariage pour tous. C'est-à-dire, le mariage pour tous, il se percute pas avec le mariage des autres. Dans une société nataliste, ouvrir le mariage, etc., ça a aucun sens. Personne se dit, puisque le mariage n'est plus réservé aux hétérosexuels, alors je vais plus faire d'enfants. Tu vois, à quel moment ça peut influer sur l'idée d'avoir des enfants? Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Et là, pour le coup, faire le lien entre les deux, c'est réactionnaire. Enfin, je vais même pas prendre de précautions. Pareil pour MeToo. En fait, Todd n'arrive pas à comprendre ce que nous, on essaie d'expliquer, que oui, il y a une crise du modèle de la famille nucléaire organisée par le capitalisme de classe, fordiste et en crise, etc. Il y a un modèle où justement l'individu et l'individualité et l'émancipation individuelle, c'est-à-dire le progrès de la neutralité qu'offre l'individu, ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire la non-assignation. Être un individu, c'est pas rien, c'est un privilège. C'est un privilège d'hommes blancs, c'est un privilège de riches souvent, c'est-à-dire c'est un privilège de gens à qui on n'assigne pas un genre, à qui on n'assigne pas une race, voilà. Vous savez, c'est le genre neutre, quoi, c'est le il, c'est celui qui parle de la neutralité, c'est ça l'individualité, c'est le privilège de pouvoir être abstrait et de ne pas pouvoir être amené à une position concrète et fermée. Et ben ça aujourd'hui, c'est là le sujet révolutionnaire et ça va sûrement se continuer, mais c'est ce que les gens à qui on n'offrait pas ça, c'est-à-dire le prolétariat ou les gens racisés et surtout les femmes, et le mouvement MeToo c'est ça aussi, voilà, et sont en train de conquérir. Et oui, effectivement, il ne peut pas y avoir les mêmes modèles familiaux quand il y a 2 individus plutôt qu'un seul qui dirige des sous-individus, sa femme et ses enfants. Le modèle familial ne peut pas tenir et il est en train d'exploser pour ces raisons-là. Ça ne veut pas dire que la démographie est condamnée, ça veut dire qu'il va falloir penser d'autres agencements sociaux et d'autres forces productives pour pouvoir faire démographie dans ces conditions de progrès de l'individu et de l'émancipation de chacun. C'est exactement ce que Todd est incapable de penser et ce que Maxime Sbailly, dont on parlait tout à l'heure, est incapable de penser aussi. C'est-à-dire que c'est des mecs qui font le constat du fait qu'il y a une tension sur les conditions concrètes matérielles, que ce soit sous l'angle de ce que Todd appelle les causes économiques, c'est-à-dire des logements trop petits, un pouvoir d'achat qui a baissé, une difficulté d'accès aux services publics de la petite enfance, aux gardes, etc. Ou côté Todd, sur le côté culturel, on va dire, c'est-à-dire prendre acte du fait que les relations entre les hommes et les femmes sont intensément vectrices de violence et de brutalité pour les femmes. Quand tu prends ce constat-là, eux, ils sont là en se disant, sachant que ce truc-là ne peut pas être bougé, comment va-t-on faire pour maintenir les structures, tu vois ? C'est-à-dire qu'ils reconnaissent la mise en tension, mais ils n'arrivent pas à se dire, en fait, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on fasse complètement autrement. Et la version SBI, ça va te donner un gars qui te dit, il faut plus d'accès au logement, il faut plus de crèches, etc. Mais comme il se dit, le monde est fini, on n'a pas assez de thunes, il se dit, il va falloir enlever de l'argent, et notamment comment ça se fait que les retraites sont trop élevées, etc. Tu vois, c'est vraiment ça sa conclusion.
Et Emmanuel Todd, lui, il se dit, va falloir que les meufs arrêtent de faire les grognasses, quoi. Il va falloir qu'elles acceptent les choses telles qu'elles sont. On va le laisser continuer. Tu vas voir ce qu'il dit ensuite, c'est hallucinant. Hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est le résultat d'une évolution culturelle très profonde. C'est pas juste ces deux événements. C'est une évolution culturelle. Oui, mais ça commence bien avant, Emmanuel Todd. Non, la chute de fécondité, l'accélération correspond à ces mouvements. À ces deux dates. Et donc vous avez, je veux dire, des phénomènes d'institutionnalisation, d'une évolution des mœurs, des rapports entre hommes et femmes, qui font s'éloigner la famille traditionnelle qui était là pour produire des enfants. Et comment est-ce qu'on... Là, c'est intéressant parce qu'en fait, paradoxalement, il est très réactionnaire, mais il rejoint quelqu'un qui apparaît comme très progressiste, qui est Laganerie, sur lequel on a fait une vision. C'est-à-dire qu'il considère que la famille est une structure fondamentalement faite pour faire des enfants, et qu'en dehors de la famille, presque on ferait pas d'enfants. Voilà. On a un Laganerie qui va dire qu'il faut penser une société sans enfants. Tout son truc de l'amitié, c'est ce qu'on a noté chez lui, ne fait pas du tout place à la parentalité. Il y a même une espèce de truc genre « Ah, mais quand on a des enfants, quelle vie de merde on est à la maison, on peut pas aller au théâtre. » Enfin, ouais, toutes les raccourcis de Laganerie. Et puis lui, il dit la même chose. Il dit « Bah oui, bah, comme elle est en train de disparaître, bah, il y aura plus d'enfants. » Et aucun des deux n'est capable de se dire c'est quoi les forces productives, c'est quoi l'état des droits, c'est quoi l'état de l'organisation sociale qui nous permettrait de continuer de faire des enfants dans un monde, justement, de l'individualité, de sortie de la famille nucléaire et tout. Moi, par exemple, j'ai lu des articles là-dessus, où j'ai des discussions avec ma compagne. Tu sais, ça se fait aussi beaucoup. C'est vraiment un truc un peu Marie-Claire ou Elle, quoi. Tu sais, les couples qui ont des enfants, mais qui ont chacun leur appart, tu vois, parce qu'ils veulent garder leur individualité, Why not, tu vois. Moi, ça me parle pas spécialement, mais je me dis, c'est peut-être une forme de parentalité et de famille moderne. Mais en fait, quand tu te dis, dans un monde capitaliste, c'est un espèce de privilège de classe énorme de pouvoir maintenir chacun un appart. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu y réfléchis, tu te dis, peut-être qu'effectivement, on aurait envie d'avoir chacun un appart, moi et ma compagne, pour pouvoir, quand on, avoir des moments off, ou une grande maison, ou voilà, pour pouvoir justement éviter d'avoir cette non-individualité, cette non-émancipation. Mais tout ça, c'est des conditions matérielles concrètes. Avoir un appart, c'est pas simplement le fait de faire famille, c'est aussi le fait de pouvoir maintenir 2 apparts et d'avoir les moyens pour ça, tu vois. Donc tous ces modèles-là de pouvoir faire famille, de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir les faire garder, etc., en maintenant une égalité, une individualité entre les parents, entre les 2 parents, et ben c'est des conditions matérielles concrètes, et ça, jamais Todd va en parler. Jamais Laganerie va en parler. L'un va dire il n'y aura plus de natalité parce qu'il n'y aura plus de famille, et l'autre va dire eh ben tant mieux, comme ça on sera entre amis et on n'aura plus besoin de s'occuper des enfants. Tu vois, c'est vraiment, il y a une collusion entre les deux, alors que les deux, l'un apparaît comme conservateur, l'un apparaît comme progressiste. Les deux ne se posent pas la question fondamentale de l'humanité. Comment on continue l'humanité, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, etc. Comment on continue l'humanité, voire même, j'ai pas honte de le dire, on la développe tout en maintenant l'égalité entre les individus, en sortant de la hiérarchie du genre et la subordination du féminin au masculin à l'intérieur de la famille, quoi. On peut vraiment s'étonner d'un effondrement de la fécondité dans un pays où l'idéologie des classes moyennes est de présenter les hommes, je parle du sexe masculin, comme des individus dangereux par nature. Ah bah c'est toi ça. C'est elle. Alors voyez, si vous avez... mais tu vois cette dinguerie, Emmanuel, si jamais tu tombes là-dessus, je suppose que non, mais si jamais tu tombes là-dessus, c'est pas qu'on les présente comme dangereux, c'est qu'ils le sont. Ils le sont. C'est un fait, en fait. Vivre avec un homme expose, quand tu es une femme, à énormément de violence. Vivre avec un père, ça expose à de l'inceste et à de la violence. Vivre avec un conjoint, ça expose à de la violence conjugale, de la violence économique, de la violence psychologique, de la violence physique et de la violence sexuelle. C'est un fait. Les hommes ont, dans la société patriarcale actuelle, les cartes en main pour pouvoir être des grosses merdes avec les gens avec qui ils vivent. Voilà. Et la violence masculine, intrafamiliale, conjugale, etc., est un fléau. Ce n'est pas un fléau récent. Là, par contre, la différence, en fait, c'est pas de présenter les hommes comme étant dangereux. Les hommes sont dangereux. La différence, c'est
de considérer que ça ne devrait plus avoir lieu. Ça, c'est la différence. Parce que je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais je vais vous la redire parce que moi, vraiment, je vous jure que ça a été un truc constitutif dans mon militantisme féministe. J'étais toute jeune, j'avais 19-20 ans, c'était mes tout premiers stages à l'hôpital. Et aux urgences, j'avais reçu une vieille dame qui venait pour une chute, etc. Et quand on soigne une très vieille personne, un des trucs très importants à prendre en compte, c'est le contexte familial dans lequel elle vit. Parce qu'une vieille dame qui vient de tomber, c'est pas la même chose de la renvoyer chez elle si elle est toute seule, ou si elle vit avec un conjoint qui est plus ou moins en forme, si elle est l'aidante principale de son mari handicapé, si elle a des enfants pour pouvoir l'aider, si elle a les moyens d'avoir des aides à domicile, etc., etc. Donc, on pose toujours la question aux gens, est-ce que vous avez un mari? Est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit qu'elle est veuve. Cette dame avait plus de 90 ans, je dirais entre 90 et 95 ans. Elle me dit qu'elle est veuve et elle me dit qu'elle a 14 enfants. Choses qui étaient assez fréquentes chez les femmes qui sont nées dans les années 20, dans les années 30. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquent chez les femmes qui sont nées à partir des années 40. Et aujourd'hui, c'est rarissime. Les femmes nées en France, en tout cas, qui ont un nombre d'enfants aussi important. Et moi, j'ai un réflexe qui est, je pense, un réflexe normal quand on est une jeune femme, mais quand on est un être humain normal, qui est de lui dire « mais 14 enfants, quel courage !» Et je me souviendrai toute ma vie de la réponse de cette femme, parce qu'elle s'est fermée, et qu'elle m'a regardée dans les yeux et qu'elle m'a dit « Mademoiselle, c'était pas du courage. J'avais un mari qui avait la main leste et qui savait pas se tenir tranquille. » Mais vraiment, je te jure, c'est un truc, je revois très bien le visage de cette femme qui est décédée, je pense maintenant, parce que c'était il y a maintenant longtemps et elle était déjà très âgée. Mais en fait, ça veut tout dire. C'est des femmes, les femmes de cette génération. Il n'était pas question, Emmanuel Todd, d'un mari qui aurait été présenté comme violent ou comme un problème, etc. Il l'était. D'accord. La seule chose, c'est que cette femme n'avait aucun espace pour se sortir de la situation de laquelle on était. C'est-à-dire que quand vous vivez dans une société où le divorce n'est pas envisageable, où vous n'avez pas de contraception, et où votre mari peut vous imposer des viols conjugaux qui sont acceptés, c'est-à-dire que le viol conjugal n'est condamné par la loi que depuis très 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 peu de temps. À cette époque, on considérait que les relations sexuelles étaient un devoir conjugal. Le viol conjugal était normalisé, ça faisait partie du contrat. Donc, cette femme-là, évidemment, elle a fait 14 mômes, elle n'avait pas le choix, elle a subi des viols conjugaux à répétition. Et je vous assure que l'immense majorité des femmes qui ont eu énormément d'enfants, 8, 10, 12, 14 enfants, la majorité du temps, quand vous parlez avec elles vous disent que les 4-5 premiers, ça allait, et que les 12 d'après, elles les ont pas tout à fait choisis, quoi. Et évidemment que ça fait ça fait des vies. Alors, je dis pas que c'est impossible de vivre une vie épanouissante avec 14 enfants, mais tu vois, en général, les femmes qui te disent qu'elles sont hyper épanouies avec des très, 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 très grandes familles, souvent, c'est des bourgeoises qui ont les moyens de déléguer une partie du travail domestique à des femmes pauvres, etc. Donc, voilà. Mais en plus, vraiment, je trouve que Emmanuel Todd inverse les rapports là. En fait, c'est parce que la société a évolué, parce que les conditions matérielles des femmes ont changé, qu'aujourd'hui, elles peuvent dire « ce n'est pas normal. Je n'accepte pas le viol conjugal. Je n'accepte pas de me prendre des tartes dans la gueule. Je n'accepte pas d'avoir 14 enfants. Je n'ai pas envie de ça. » Donc la question, ce n'est pas de présenter les hommes comme violents. La question, c'est comment on fait maintenant que les femmes ne supportent plus ça, pour que les hommes arrêtent de se comporter de cette manière. C'est ça le levier. Vous pensez que la natalité baisse parce que les femmes n'ont plus envie de se farcir des connards toute leur vie, il va falloir arrêter d'être des connards. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ça la solution. Et en fait, ça va très bien avec ce qu'il dit dans son livre « Où en sont-elles ?» Je sais que tu l'as lu aussi, Chris. Ouais. « Où en sont-elles ?» Encore une fois, livre très intéressant, énormément de données passionnantes, etc. Mais il y a plusieurs trucs sur lesquels je le trouve à la rue. Alors, le terme de patriarcat, tu sais, il revient beaucoup dessus. Il dit que c'est un terme trop flou qui englobe des réalités très différentes et tout ce avec quoi je suis, on va dire, un peu d'accord. Ouais, voilà. Tout marxiste est d'accord avec ça, de toute façon. Oui. C'est le premier truc que fait Engels quand il parle des sociétés familiales, etc. Considérer que c'est un truc trop large. Ouais, c'est ça. Ensuite, il s'attaque au terme de genre, tu vois. Le terme de genre ne lui convient pas non plus. Et lui, il dit, voilà, c'est une manière de masquer des réalités biologiques immuables, etc. Bon, là, vraiment, moi, c'est pareil. J'ai envie de dire, on souffle de fou. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a gênée dans ce bouquin, c'est qu'autant je pense qu'il a passé beaucoup de temps sur de la documentation démographique, etc., autant tu sens qu'il n'a pas lu les auteurs et les autrices très importants dans les sujets qu'il aborde, quoi. Sur le genre, sur le féminisme, etc. J'ai envie de dire, il faut vraiment être un mec mais ça de ne 70 ans.
Mais il faut vraiment être un mec blanc, riche, très éduqué, avec beaucoup de place dans les médias, etc., de 70 ans pour se dire je vais écrire sur le féminisme sans lire les féministes, quoi. Enfin, c'est une dinguerie quand même de se permettre des trucs comme ça. C'est hallucinant. Et donc, il critique la notion de genre, etc. Et ensuite, il arrive notamment sur ce truc de dire le néo-féminisme, je crois qu'il utilise ce terme. Il faudrait vérifier, mais il me semble qu'il utilise ce terme. En tout cas, le féminisme actuel, c'est un féminisme de femmes bourgeoises. Et en fait, avec leurs mauvaises idées dans la tête, elles mettent des mauvaises idées dans la tête des femmes prolos en leur disant « ton homme, les hommes de ta classe, etc. sont dangereux pour toi, attention ». Comme si les meufs prolos ne s'en étaient pas rendues compte elles-mêmes. Enfin, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Vraiment, en fait, je suis désolée, mais moi, les meufs de ma génération, qui vivent avec moi, qui vivent des cas de violence conjugale, etc., à côté de chez moi, évidemment qu'elles sont touchées par les pensées féministes, etc. Mais c'est pas parce qu'elles ont attendu que des bourgeoises viennent leur expliquer. C'est que ce sont des jeunes femmes qui, même si c'est des prolos, etc., vivent dans ce monde où elles ont été élevées dans l'idée qu'elles avaient le droit de ne pas être violées tous les soirs par leur mec quand elles rentrent de leur 3-8 de l'usine, en fait. Et c'est pas une question de femmes bourgeoises qui plaquent des considérations sur des femmes prolos. C'est pas vrai. Et il va plus loin. Il dit que, en fait, ça, c'est un problème parce que dans les classes populaires, il faut faire la paix des genres. Parce que la guerre des genres, alors qu'ils sont dans des conditions matérielles, etc., compliquées, si en plus les meufs font la guerre à leurs mecs, ça va être une catastrophe, tu vois. Et je suis désolée, mais c'est une honte de dire ça. Je sais qu'il le dit en se pensant neutre et apolitique et machin et truc, mais le fond du truc, c'est aux mecs d'arrêter d'être des grosse merde. Désolée, tu ne peux pas dire aux meufs, ok, à un moment, il va falloir se taire, il va falloir accepter de passer à la casserole et de se remettre à pondre sans ouvrir votre gueule. Tu ne peux pas dire ça, en fait. Ce n'est pas possible. Mais la paix qu'il appelle dans la famille, c'est l'assujettissement. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça pas la paix. C'est pas la paix. C'est l'assujettissement. Voilà, il ne comprend pas que c'est un modèle fini qui n'a plus de sens avec le développement des forces productives. C'est la soumission. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais, il a fait Où en sont-elles ? Il a fait, tu te rappelles, avant un autre livre qui précède ça et qui a quasiment le même titre, qui s'appelle Où en sommes-nous ? Alors c'est drôle parce que... Qu'il a sous-titré de la manière la plus pompeuse qui soit. Une brève esquisse de l'histoire humaine. Mais t'imagines le niveau d'ego qu'il faut pour sous-titrer ton bouquin comme ça. Bon, bref. Ce qui est trop marrant, c'est que quand il fait l'identité sujet-objet et qu'il y a les hommes, il dit nous, tu vois, et il inclut les femmes dedans, mais c'est secondaire. Et par contre, c'est un sous-sujet où on s'entend, et là, il peut se permettre de le prendre de l'extériorité, tu vois, et tu sens qu'il y a un objet et un sujet. Les femmes sont un objet d'étude, et l'humanité est guidée par des hommes blancs comme lui, sont un sujet. Où en sommes-nous, quoi ? Où allons-nous ? Sont une activité. Ça, c'est vraiment, à mon avis, révélateur. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi très révélateur de pourquoi il a été le penseur très mis en avant par des gens rouge-brun, République souveraine, etc. Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est un truc qui paraît très matérialiste. Et tu l'as dit tout à l'heure, il s'en bat les couilles des études philosophiques, de la théorie du genre, de la théorie queer, de la théorie marxiste. Il le dit lui-même. Moi, je vais aller regarder des lignes de natalité. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, c'est des idéologies, on s'en tape. On n'a pas besoin de les dire comme si ça n'avait pas autant de sens. Tu vois, comme si les faits apparaissaient, étaient déjà donnés. Mais ce qui est très drôle pour ces gens-là, c'est qu'à la fin, ils sont empiriques. Ils sont face à des très grands faits, famille, de tout temps, ahistoriques, et c'est tellement inerte, positiviste, neutre leur construction matérielle et leur fameux réel, que le seul moyen d'expliquer l'histoire, c'est de revenir à l'idéalisme. Ah, il y a des mauvaises bourgeoises, il y a des mauvaises classes moyennes qui ont traversé les idées, et c'est ça. Et donc, c'est toujours une navigation, l'ultra-réalisme, en fait, c'est ce qu'on explique aussi, on l'a expliqué un petit peu plus en détail, je sais pas si tu te rappelles, avec la capsule qu'on a fait sur Bégodeau, tu vois. L'ultra-réalisme, à la fin, a besoin d'idéalisme, parce que, en fait, c'est comme un caillou, c'est comme un rocher, c'est comme la falaise d'Étretat. Si vous attendez qu'elle bouge en la regardant, il va rien se passer, alors il faut que vous invoquiez des forces surhumaines, etc., pour imaginer qu'elle... voilà. Et ben, il navigue entre les deux, il va te pondre un côté une espèce de matrice ahistorique et même agéographique de l'humanité tout entière, etc., sur les modèles familiaux, et puis après il va te dire, mais en fait, s'il y a 3-4 bourgeoises qui disent MeToo et qui manifestent pour dire que Strauss-Kahn est un porc, alors on va mettre tout en péril cette matière. Voilà, ce n'est pas sérieux, ça apparaît comme du sérieux, c'est pour ça que ça a été très prisé par des politiciens malhabiles, parce que les chercheurs malhabiles et un petit peu vraiment imposteurs comme Todd, donnent ça, voilà. Je te dis, c'est pas inintéressant, mais c'est plutôt un essayiste qu'un chercheur. Il n'a pondu aucune vraie théorie. En plus, les catholiques zombies. C'est ça. Non, mais moi, je veux dire,
Où en sont-elles On a un travail à faire avec Zoé là-dessus. Nous, on fait un travail sur la lutte des classes en France parce que j'ai aussi un autre livre qui s'est appelé La lutte des classes en France au XXIe siècle de Todd. On va aussi faire un travail là-dessus. Voilà. Mais c'est pareil, il y a tout un tas de trucs délirants là-dedans où il passe justement à côté de l'activité sociale et de la lutte des classes parce qu'il n'y a pas de classe chez Emmanuel Todd. Il y a juste des groupes sociaux qu'il appelle voilà, des Aztèques. Voilà. Mais vraiment, il est amusant. Et c'est un essayiste marrant. Il a des idées, il a des approches, il a des bonnes matières à creuser, mais c'est vraiment pas un chercheur et c'est tout sauf quelqu'un qui est capable de donner du sens aux choses et qui est capable de faire des prévisions. Il y a aussi ce mythe comme quoi il aurait fait beaucoup de prévisions. En fait, il a fait une prévision dans sa vie. C'est un mythe sur la chute de l'URSS. Il bouffe là-dessus. Je pense qu'on a réussi plus de prévisions depuis le sein graphique que Emmanuel Todd, hein, mais voilà. Donc, bref, mais là, vraiment, il sombre dans la réaction, quoi. C'est catastrophique, quoi. Mais surtout, en plus, moi, j'ai envie de dire, je vais te out-réacquiser, Emmanuel Todd. Moi aussi, j'ai envie de faire une critique au mouvement féministe des 50 dernières années, notamment en France, tu vois. Mais je vais pas faire la même que toi. Je vais pas leur dire, ouais, quand même, vous êtes un peu des grognasses, à dire à toutes les meufs, notamment les prolos, que leur mec, c'est un peu des merdes et tout, que quand même, en fait, il y a tout un tas de choses qu'elles devraient pas accepter et tout ça. Moi, je vais pas leur dire ça. J'ai envie de leur dire, vous avez pas été assez communiste. Vous n'avez pas été assez communiste. Vous avez effectivement bien pointé le problème de la structure familiale telle qu'elle était pensée, la structure familiale patriarcale. Je rappelle, encore une fois, dans les années 70, en France, une femme doit demander l'autorisation de son mari pour travailler, pour ouvrir un compte en banque. Elle est dans les textes du Code civil, depuis Napoléon, subordonnée à son mari. Le mari est le chef de famille. Il a des droits sur sa femme et ses enfants. Elle est presque considérée comme une mineure dans le Code civil français. Et c'était le cas dans plein d'autres endroits de la planète. On fait péter cette structure-là. Très bien. Mais jamais on ne s'est demandé par quoi on la remplaçait. Et là, c'est exactement la même discussion quand on parle de la natalité. Par quoi on remplace les anciennes structures qui ont pété et qui montrent que dans ces anciennes structures qui n'existent plus, on ne peut plus faire d'enfants sereinement, correctement, etc. Comment on repense des nouvelles structures où les enfants, l'existence des enfants, leur venue au monde, le fait qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent, qu'ils deviennent des individus émancipés, etc. Comment on pense ce nouveau système ? C'est ce qui nous a manqué aussi, à nous les féministes, de remplacer la famille nucléaire patriarcale par quelque chose. Et aujourd'hui, nous vivons un truc qui, effectivement, c'est dommage de le mettre sous le même nom de patriarcat que pour parler des structures familiales oppressives des années 20 et de l'époque de la naissance de cette femme dont je vous parlais juste avant et qui m'a énormément marquée. Et sachez que des femmes qui me tiennent ces discours-là de ces âges-là, j'en ai plein. Je suis médecin de campagne, des vieilles dames de la campagne qui ont des histoires de violence avec les hommes, de niveau dont vous ne pouvez pas aider, et de violence de tous les hommes qu'elles ont croisés dans leur vie. Leur patron, leur père, leur frère, leur conjoint, tous, leurs médecins. Enfin, vraiment, être violenté par les hommes, ça a été leur vie, du début de leur vie à la fin. Littéralement, d'accord ? Donc, c'est pas le fait de leur dire, etc. Mais la réalité, c'est que passé ça, en fait, on s'est retrouvés, on n'a pas mis fin à la domination masculine, on a fait péter certaines structures qui étaient extrêmement oppressives pour nous, mais qui pouvaient parfois être, on va dire, un tout petit peu protectrices, notamment face au néolibéralisme, à l'éclatement des cellules familiales, à la perte, à la précarité dans le rapport au travail, au logement, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les familles les plus précaires sont les familles monoparentales en immense majorité, tenues par des femmes qui élèvent seules des enfants. Les mecs se barrent, ils te foutent en cloque, ils te foutent dans la merde. Après, ils se barrent, tu dois te démerder avec tes mômes toutes seules, ils payent pas les pensions, etc. Alors, depuis le début, je n'ai pas mis cette précaution, donc je vais la remettre. Oui, pas tous les hommes. Il y a des hommes, ils sont gentils. Not et ils all ne men, maltraitent hein. pas leurs femmes. Ah ouais, not all men, etc. Parce que c'est vrai que je sais pas, hein, mais évidemment, voilà, il y a des petits chouchous. Parfois, ils se sentent très, très. Franchement, Moi, j'étais pas content. Si quand on tient ces discours-là, vous dites mais moi je suis un homme et je maltraite pas ma meuf et que ça fait que vous vous sentez mal, moi je pense que vous maltraitez votre meuf. Mais voilà, c'est mon avis. Parce qu'en fait, les mecs qui maltraitent pas leur meuf, quand ils entendent ce discours, ils disent elle a raison la meuf. C'est vrai qu'il y a plein de mecs qui font de la merde, quoi. Ils se sentent pas obligés de se sauver eux-mêmes, là. C'est insupportable. Hein. Et puis moi je le dis clairement, tu fais bien de le préciser parce qu'en plus la question d'être un homme, c'est pas la question de savoir si t'es un homme, tu fais de la merde. C'est que t'as la carte, c'est notre fameux jeu de cartes. T'as la carte pour faire de la merde. Oui. Donc tu dois t'empêcher de la jouer, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à toi. C'est voilà. Ton boulot, en fait. C'est ton Donc, boulot de pas te comporter comme une merde. C'est pas à moi de prendre des précautions de langage pour te remercier de pas être une merde comme les autres. Exactement. Voilà. C'est comme battre ses enfants. Je veux dire, personne vient. Voilà, c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans les mœurs de pas battre ses enfants. Vous avez pas de mérite à pas le faire. Voilà, c'est le monde normal de demain qui devrait être comme ça. Et donc, quand je dis que les féministes n'ont pas été assez communistes, je pèse mes mots.
par quoi on remplace cette structure nucléaire familiale pour qu'on puisse tous et toutes s'émanciper. En fait, on n'a pas pensé un service public de la petite enfance, une collectivisation des choses dont nous avons tous besoin, une démarchandisation de ces choses. Penser le temps libéré, l'abondance, l'accès facile à tout, le fait de pouvoir se libérer du temps pour prendre soin des autres et que du coup les autres puissent prendre soin de nous, d'être dans des sociétés interconnectées où on crée des services publics de la petite enfance, du grand âge, de la santé évidemment, de l'éducation, etc., de haute qualité. Comment on pense des sociétés où on a une sécurité sociale au sens très large, sécurité alimentaire, sécurité du logement, toutes les sécurités nécessaires pour pouvoir subvenir à ces besoins sont assurées par le collectif, tous ensemble. Et du coup, on ne se retrouve pas toutes seules face à nos difficultés, face à nos mecs, face à nos pères, face à nos patrons, etc. C'est ça la réalité. Parce que les féministes n'ont pas été assez communistes, nous sommes dans une merde aujourd'hui. Et dans le bouquin de Maxime Sbeyi, qui conclut en disant, voilà, il faut des trucs où tu te dis, le mec est un droitard, il a des conclusions qui pourraient presque être les nôtres, quand il dit, voilà, il faut plus d'accès au logement, etc. Et lui, en fait, il part en mode des points de croissance et tout. Maxime Sbeyi, tu as le même problème, tu n'es pas assez communiste. Tu n'es pas assez communiste. Le monde que tu penses, où tu penses en termes de croissance, de PIB, etc., dans le capitalisme en crise, avec la crise climatique, avec la crise démographique, etc., que nous sommes en train de vivre, ce monde n'existera pas. Tu ne vas pas pouvoir dégager suffisamment de points de PIB pour surtout ne pas toucher aux intérêts de la bourgeoisie et pouvoir à côté de ça payer des crèches. Ça ne va pas se passer comme ça. À un moment, il va falloir faire un changement profond de paradigme. Nous devons démarchandiser les choses dont nous avons tous besoin. Nous devons remettre du collectif dans toutes ces gestions et notamment dans la gestion des enfants, la gestion, je le dis comme ça, mais en tout cas pour que les enfants puissent exister et les adultes qui portent soin auprès de ces enfants puissent s'en occuper du mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Vous n'êtes ni assez politique, ni assez communiste, et vous êtes, désolé, mais profondément anti-féministe parce que votre position, vos structures mentales d'hommes bourgeois dominants vous empêchent de penser le fait que ce qui est insupportable, ce n'est pas de dire la violence, c'est qu'elle existe. Et donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et pour s'attaquer à ça, ça nécessite des structures qui vont profondément changer ces rapports de force au sein de la société. Bah oui, complètement. Et en plus, je trouve que, tu sais, on a l'impression, il y a une espèce de monde, c'est post-68, tu sais, ce serait le monde post-patriarcal, enfin, tu vois, une espèce d'agencement de la famille nucléaire avec la subordination de la femme, et puis que ce serait après, tu sais, l'essor, les années 70, tu sais, l'essor du féminisme, en fait. Mais en fait, si on regarde bien, c'est un monde post-centralité de la famille, on va dire. C'est un monde profondément masculiniste, en fait, le monde des années 60. C'est vraiment l'essor du masculinisme. Et si le mouvement MeToo, le balance ton porc existe, c'est justement parce que le monde est bien plus masculiniste. Il est non patriarcal, mais il est masculiniste, parce qu'on libère justement les hommes d'une forme de responsabilité, comment dire, de subvenir à sa famille. C'était le seul truc qu'on leur demandait. Ils avaient tous les droits, mais il fallait quand même qu'ils c'est ça, tu vois, d'autorité morale, etc. Et on les laisse à eux-mêmes. Ce qui est drôle, c'est dans la capsule que vous faites avec Chéniaud, il y a un moment où Padu dit, Kluskar dit, le préservatif, ouais, c'est une invention. Ah oui, c'est super le préservatif, parce que c'est une invention purement masculine pour le coup. Parce que le préservatif, c'est la chose sur laquelle tu peux te prévenir d'avoir des enfants. C'est pour ça que ça existe bien, sa démocratisation, ça existe depuis très longtemps, justement. C'est un moyen pour les hommes, avant les MST, justement, d'éviter de mettre des femmes enceintes tout en ayant le contrôle sur soi. La pilule, ça reste au contrôle des femmes, tu vois. Donc oui, vraiment, et encore, la pilule est un des moyens de contraception avec le plus d'échecs. Oui, non, mais tu vois, je veux dire, on peut... Alors, je me permets de rappeler, désolé, je fais toujours cette petite incartade, mais que le préservatif est l'une des méthodes de contraception les moins efficaces, avec un taux d'échec, c'est-à-dire un risque de grossesse par an chez des gens qui n'utilisent que le préservatif, qui est de l'ordre de 15% en conditions réelles, parce que mettre correctement un préservatif, etc., c'est pas forcément facile. Donc voilà, aucun moyen de contraception n'est fiable à 100%, et le préservatif et la pilule font partie des moins fiables, même si la pilule est plus fiable que le préservatif, elle reste moins fiable que plein d'autres moyens, notamment les stérilés ou les implants. Pardon, l'abstinence est quand même le meilleur moyen de contraception, sachons-le. Mais voilà. non, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, on assiste plutôt à un monde ultra masculiniste, quoi, où les hommes sont mis en avant, où leurs desiderata, leurs considérations sont mis en avant. Il y a effectivement un espèce de... On essaye de vendre un côté du féminisme, mais en fait, c'est un monde ultra masculin, où les hommes sont ultra dominants des années 80. Regardez les référentiels, etc. Les femmes qui sont mises en avant sont souvent
virilisées, même quand elles sont ultra féminisées, elles sont ultra virilisées comme c'est des femmes fortes, tu sais, c'est l'empowerment des femmes, girl boss, etc. Ben, vraiment. Donc c'est un monde extrêmement masculin. Donc en fait, ce que vient dire Todd aujourd'hui en disant ce serait le féminisme qui aurait fait progresser, c'est faux. En fait, le féminisme, en termes d'expression de sujet collectif, en est à ses débuts. Et le MeToo, moi je le dis clairement, est vraiment une expression justement de ce féminisme qui se pense jusqu'au bout comme sujet. Il y a un pré-sujet dans les années 60-70, effectivement, qui part des conditions matérielles, qui est un peu diffus, qui est un peu confus, et il y a un vrai sujet identitaire, idéologique, un peu transclasse, et c'est sa force, voilà, qui apparaît justement dans les conditions de lutte contre le masculinisme et de dépassement du patriarcat. Et ça, c'est fondamental, parce que sinon, si on n'est pas capable, comme tu disais tout à l'heure, de revenir de penser des modes nouveaux, familiaux, de penser des organisations collectives qui vont permettre de maintenir, de faire des enfants en sécurité et en émancipation de tous les individus, peu importe leur genre, eh bien, en fait, on va aller vers quoi ? Vers soit un privilège d'avoir des enfants, c'est-à-dire les classes les plus riches, soit un sacrifice d'avoir des enfants, et donc, dans tous les cas, un retour vers la communauté familiale et sa violence, et la violence de celui qui a l'argent sur ceux qui ne l'a pas, et la violence du père sur la femme et les enfants. Donc oui, ce sera un repli par rapport à la société extérieure en crise, mais ce sera en aucun cas une émancipation et un progrès pour l'humanité. Carrément, et tu vois, en plus, là, vraiment, Todd, quand il dit ça, va totalement dans les discours antiféministes, masculinistes, qui disent les féministes, elles veulent la guerre des sexes. Et ça, c'est vraiment très mal, tu vois, parce qu'il faut faire la paix entre nous, etc. Nous sommes complémentaires et tout. Il n'y a pas de guerre déclenchée par les féministes. C'est une riposte. C'est une riposte. Il y a des agressions répétées depuis des millénaires, et en face, il y a une riposte. Si la paix doit advenir, alors l'agression doit cesser. Et la riposte cessera si l'agression cesse. C'est comme ça que ça marche. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Donc il y a la dimension économique, il y a la dimension culturelle, mais encore une fois, je ne suis pas en train de plaider pour un retour aux bonnes mœurs d'antan. Je dis qu'il faut être conscient de ce que certaines évolutions culturelles ont des implications démographiques. Là, c'est vraiment son positivisme absolu. Non, mais moi, je prescris pas, je décris. Non, mais... Oui. Oui, mais c'est déjà une prescription, voilà. Emmanuel. On est à la fin de l'extrait, alors on pourrait vous mettre Emmanuel Todd qui dit « Mais les Russes sont les premiers à ne pas comprendre pourquoi les Européens pensent qu'ils veulent les agresser. Les Russes sont les premiers surpris. » On pourrait vous mettre ça, mais... Vous avez vu le talent. Moi, je suis saoulé parce que, en vrai, franchement, j'avais un truc sur cette chaîne que et Zoé n'avait pas de mieux que moi, c'était les imitations. Et ben maintenant, ça y est, Zoé m'a pris ça, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est Emmanuel Todd, c'est ma spécialité. Ouais, non, mais voilà, mais du coup, bref, tout ça pour dire que, tu vois, quand il dit à la fin, moi, je suis pas pour un retour aux bonnes mœurs d'antan, mais c'est comme Antitech Résistance qui dit, je suis pas contre les droits des femmes, je suis juste contre les outils qu'elles ont pour avoir accès à leurs droits. Mais en fait, t'es contre le droit des femmes. Et quand tu dis l'évolution des rapports entre les genres où les femmes refusent la subordination, parce que c'est ça, en fait, quand il dit présenter les hommes comme des méchants et tout, c'est juste les nommer tels qu'ils sont dans le fonctionnement actuel. Quand tu dis ça, c'est un problème, mais en fait, de fait, t'es antiféministe. Si vraiment tu penses qu'il y a des modifications qui sont liées au fait que les femmes refusent la subordination, la soumission, la violence, la domination, et que tu n'es pas antiféministe, le premier truc que tu dois dire, c'est comment on pense cette société d'après. Comment on pense la justice et donc la paix. C'est ça, quoi. Donc bon, moi je pense que c'est pas à des mecs comme Emmanuel Todd qu'il va falloir demander ce genre de réponse et de solutions. Et je pense que c'est notamment à toutes les meufs, particulièrement de ma génération et encore plus des générations d'après, qui je trouve sont des jeunes femmes qui ont vraiment grandi dans cette ère post-MeToo, etc. et qui ont vraiment des rapports différents à leur individualité, aux mecs et tout ça, et qui du coup, en fait, vivent quand même des niveaux de violence intenses, mais qui se les cartonnent, quoi. C'est-à-dire qu'elles n'acceptent pas. Cette femme dont je t'ai parlé, qui a eu 14 enfants, je pense que vu de l'extérieur, ça ne se voyait pas qu'elle était violentée, ou en tout cas que personne ne voulait voir. Aujourd'hui, ça se voit. Aujourd'hui, les jeunes femmes, elles se barrent quand elles subissent ça. Alors, pas toutes, mais il y en a plein qui arrivent à se barrer, en fait. Et du coup, on a d'autres problèmes. On avait parlé de la vision de Marc Joly des pervers narcissiques, on en avait parlé dans la vidéo, où on parlait du cas de violence conjugale dénoncé par une streameuse qui s'appelait Elidia.
En fait, aujourd'hui, les jeunes femmes se cartonnent tout autant la violence masculine. Et la violence masculine mute pour s'adapter. Et justement, ça va être des mecs qui pourrissent la vie de leur ex, veulent garder le pouvoir sur les enfants, etc. après la séparation, parce que les meufs se barrent. Avant, elles se tapaient 14 mômes. Et arrivée à 92 ans, quand elle croisait une gamine comme moi de 20 piges qui leur disait « Ah, quel courage !» Elle disait « Non, écoute ma petite, en fait, je vais te mettre une grande tarte de réalité dans ta gueule. Et merci madame de m'avoir mis cette tarte de réalité dans la gueule. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, plus jamais je ne le dis comme ça. C'est-à-dire « Ah, quel courage !» Mais je pose des questions de manière un peu plus ouverte et sans partir du principe que ça a été une promenade de santé, parce que je sais, quand je parle à des femmes de 80 ans, que la probabilité qu'elles aient été extrêmement gravement violentées dans leur vie est de 90% ou 99%. Enfin voilà. Bref, tout ça pour dire que c'était vraiment des sujets intéressants. Comme on vous l'a dit avec Chris, nous, c'est des trucs sur lesquels on est en train de bosser sur le plan théorique. On se fait des fiches de lecture, on réfléchit à ces sujets-là. On a envie de faire partie des personnes qui proposent quelque chose. Parce que c'est sympa de faire des constats, mais à un moment, il va falloir proposer le monde d'après, le monde transformé, le monde meilleur. Et donc, écoutez, c'est un des chantiers qui est sur la table. Alors, il se trouve que pour l'hiver, pour moi, voilà, il va falloir accepter que maintenant, l'hiver, je ne peux quasiment rien faire de plus qu'essayer de tourner les vidéos et de garder à peu près la tête hors de l'eau, parce que la charge de travail de médecine est trop grosse. Mais En plus... Soyez magnanimes les gens, on sait tous que vous adorez Zoé, nous aussi on l'adore. Dès qu'on fait 2 capsules à la suite avec Padu, allez où Zoé, Free Zoé, libérez Zoé. Alors ce n'est pas nous qui contraignons Zoé, elle pourrait faire toutes les capsules. C'est la grippe, les trucs, les H1N1, j'y connais rien, les machins, voilà. Et le système, et je la laisse parler, le système de santé de merde dans lequel nous sommes. Alors je te relance pas là-dessus, mais c'est ça qui fait que Zoé n'est pas dans toutes les capsules, sinon elle y serait, il n'y a pas de problème. Non, mais oui, mais tu vois, ça, c'est pareil, c'est des trucs... tu vois, moi, je pourrais dire, ah là là, c'est vraiment terrible. Il y a eu un changement grave de l'accès aux soins depuis qu'on dit que le système de soins va très mal, tu vois. Pour faire une Emmanuel Todd. C'est ça, exactement. Voilà. Alors que non, en fait, il y a eu des décisions concrètes politiques qui ont été prises qui amènent à la situation de merde dans laquelle on est et au fait qu'au lieu de bosser 40 heures... ou 45 actuellement, j'en bosse 65. Mais en réalité, on pourrait penser le système de soins d'après, le monde d'après, transformé, meilleur, etc. Et ça, c'est pas en se cantonnant à des constats, c'est en essayant de faire les bons constats, déjà dans un premier temps, et puis surtout d'essayer de comprendre à partir de ces constats-là comment on fait mieux, comment on pense le possible, notamment. Exactement. Donc voilà. Sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer d'aller voir la chaîne On ne veut plus si vous le souhaitez. Il y a des conférences. Il y a notamment une conférence qu'on a récemment publiée où je suis avec Lou Girard, qui est porte-parole de l'OST, l'organisation Solidarité Trans. On avait été invité à Chambéry et on parle de santé et notamment de potentialités révolutionnaires dans la santé. Donc c'est un peu dans le thème de cette fin de capsule. Vous pouvez également aller nous soutenir sur le Tipeee de l'association dont vous trouverez le lien en description. Je vous rappelle que nous sommes toujours en campagne Plus Jamais PS et que vous pouvez y participer en allant sur le site On ne veut plus, en prenant le formulaire de contact. Si vous êtes un petit groupe d'une 15aine de personnes et que vous élisez un binôme paritaire, on vous contacte et on vous fournit du matériel pour coller, pour acter que nous ne voulons plus jamais du PS, car il y a eu un grand échec du hollandisme révolutionnaire, comme dirait Emmanuel Todd. Oui, il a cru à ça. Non, après, il a dit que c'était une blague, que c'est bizarre que les gens l'aient pris au sérieux. Un peu pratique, je trouve. On la connaît, le truc, quand on dit un vrai truc qui passe pas et qu'on dit non, c'était une blague. Non, c'est je rigole. Non, je rigole. Les mecs font beaucoup ça pour violenter leurs meufs. Non, mais je rigole. Je te dis un truc horrible, puis après, je rigole. Donc voilà, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Dans cette revue, il y a eu un numéro qui est paru il y a à peu près 1 an qui s'appelle L'Empire masculin et qui parle de féminisme bien mieux que Emmanuel Todd en parle. Et vous pouvez aussi aller voir un des derniers entretiens qu'on a fait avec Position Revue sur l'apparition de l'enfance, des modes de production de l'école maternelle, etc. Vous allez voir justement que même la logique qui vous paraît naturelle, permanente, comme Todd essaye de vous vendre, de l'enfant est quelque chose d'historique qui dépend de certaines conditions productives, qui a remis en cause des formes productives. C'est un entretien que j'ai eu la chance et l'honneur de faire avec une sociologue qui s'appelle Fabienne Montmasson-Michel. Et je trouve que c'est, à mon avis, très intéressant justement si vous voulez penser ces questions d'historicité des sujets comme les femmes, les enfants et leur potentialité progressiste et révolutionnaire. Voilà. Parfaitement. Sur ce, les amis, à plus tout le monde. Salut. Salut.